Grand Dialogue. Sigika Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shanibiro. Halud Mauni. Shanibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Le Forum de la presse regroupe aujourd'hui 3 journalistes pour débattre des questions de la semaine. Les sujets de la semaine, donc, 2 sujets phares pour la semaine. La situation à Anefis et cette position du président Ibrahim Boubacar Keïta qui parle désormais à la plateforme, qui demande à la plateforme de quitter Anefis. Et nous allons voir en dernière position la navigation fluviale, un risque permanent avec le naufrage d'une pinasse hier dans la région de Mopti. Alors nos invités de ce forum, Youba Konaté du journal Zénith Balé, Ami Bessissé de la radio RFM et enfin Ibrahim Ouattara de Prestige News. Je suis Famoussa Sidibé, nous me direz est à la technique. Studio Tamani. Pour parler donc de l'actualité de la semaine, il faut impérativement faire cas de celle d'Anefis. La question du retrait de la plateforme d'Anefis, donc, celle-ci a d'ailleurs dépêché une délégation à Gao pour sensibiliser la population et ses combattants sur la décision d'un éventuel retrait. Les responsables du mouvement demandent du temps tout en affirmant qu'ils vont se retirer de la ville. Alors, qui croire, qui ne pas croire, Ibrahim Ouattara? Merci, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Bon, vous savez, la situation d'Anefis, comme on le dit, elle est compliquée. Mais quelque part également, elle n'est pas compliquée puisque c'est un dialogue national, c'est entre fils du Mali. Il suffit seulement de mettre un peu de dose. Quand je parle de dose, je veux dire de l'unité nationale. Et je pense que beaucoup de choses vont se résoudre. Moi, je pense que la crise actuellement, la phase dans laquelle nous sommes, on n'a plus besoin de l'extrapoler, aller à l'extérieur. Nous devrons, ici, entre nous Maliens, nous asseoir et voir réellement qu'est-ce qui se passe. Le dialogue purement intermalien. Donc vous pensez que la médiation n'a pas sa place dans cette crise? Surtout pour le cas d'Anefis. Parce que c'est des conflits intercommunautaires. C'est un conflit intercommunautaire. Donc, entre une communauté, je pense que on n'a pas besoin d'un corps étranger. Parce que quand ce corps-là va venir, il ne pourra pas appréhender les réalités du terrain de l'environnement. Voilà. D'accord. Alors, Youba Konaté, est-ce que vous êtes d'avis avec Ibrahim? Malheureusement, non. Non. Et moi, je pense qu'il y a un préalable qu'il faut juste établir. C'est-à-dire que nous sommes dans un processus qui a commencé il y a 2-3 ans. Donc, et l'arbitre en la matière, c'est la MINUSMA. Malgré la médiation de façon générale, malgré tout ce que nous avons comme ressentiment à l'encontre. Quand je dis nous, je parle de Maliens lambda. Les gens sont aujourd'hui très remontés quand vous faites un peu de sondage par rapport contre la MINUSMA parce que les gens pensent que la MINUSMA qui incarne la médiation internationale ne joue pas son rôle et est en train de jouer pour les rebelles. Ce qui, moi, je ne partage pas forcément parce qu'il faut dire les choses telles qu'au-delà du chauvinisme, au-delà du nationalisme, mais prendre la juste mesure des choses. Parce qu'il faut un peu faire un peu d'historique dans cette histoire-là. Nous sommes partis d'où? C'est la MINUSMA qui est quand même l'arbitre de tout le processus. Donc, il faut que les gens comprennent et que les Maliens, de façon générale, mettent un peu d'eau dans leur vin et qu'ils comprennent que la MINUSMA ne peut pas être composée exclusivement des pays qui sont contre les intérêts du Mali. Je vous rappelle que quand vous êtes dans la région d'Anefis et un peu aux alentours, c'est des forces nigériennes. Mais qui peut accuser le Niger d'être contre le Mali? Je ne pense pas. Donc il faut vraiment que les gens comprennent et qu'on commence à comprendre que nous ne sommes pas forcément, comment dirais-je, dans une logique où tout le monde est contre nous. Non. C'est juste un peu de réalisme. Peut-être qu'il est nécessaire de rappeler aux Maliens qu'aujourd'hui nous sommes outrés parce que la MINUSMA a dit on trace une ligne rouge autour de Kidal pour que les Gacha et ses compagnons, ses amis ne rentrent pas dans Kidal. C'est très juste. Parce qu'il faut aussi rappeler qu'il y a un cessez-le-feu qui est violé. Il y a un cessez-le-feu qui est violé. Par l'ensemble des partis à l'heure actuelle. Voilà, de toutes les façons, c'est un cessez-le-feu qui est violé. Et à la suite de la violation du cessez-le-feu, il y a
il y a, comment dirais-je, une des parties qui est sortie du lot, quand même, qui est le Gatia, qui est arrivé à occuper une position qui n'était pas sa position avant la signature des accords. Donc, quand vous partez de là, on comprend qu'il faut se dire, que non, ça c'est quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'il y a un principe, d'abord il y a une signature. Tout le monde a signé et tout le monde donc s'est engagé. Mais il est important aussi de rappeler aux uns et aux autres. C'est-à-dire qu'à partir de l'historique de ce qui s'est passé, de ce qui se passe actuellement en EFIS, il est important de rappeler aux uns et aux autres que quand Moussa Mara, l'ex-premier ministre, a fait le déplacement de Kidal, et qu'à l'époque, l'armée malienne avait été défaite. Mais c'est le même MINUSMA et les mêmes communautés internationales qui avaient tracé les lignes rouges. Sinon, ces jours-là, la CMA et ses invités avaient les moyens de venir réoccuper Tombouctou et Gao. Mais ces jours, personne n'a branché. Il faut dire les choses telles qu'elles Donc sont. vous trouvez que c'est légitime aujourd'hui qu'il y ait ce cordon-là autour de la ville de Kidal? Moi, je trouve que c'est tout à fait légitime, même si la majorité de nos compatriotes, de mes compatriotes, ne le comprennent pas aujourd'hui. Mais il faudrait que les gens le comprennent et qu'ils se disent que non, nous sommes dans un processus. Il ne faudrait pas qu'à chaque moment, ou du moins, moi je ne sais pas, ou du moins c'est juste que la personne nous a dit ce qui a comment dirais-je, provoqué la violation du cessez-le-feu. Nous analysons simplement les résultats aujourd'hui. C'est qu'il y a une violation et c'est comment dirais-je, la plateforme qui occupe une position dans laquelle elle n'était pas avant la signature. Il faudrait vraiment, et comme le président de la République et tout le monde, qu'ils reviennent à cette position. Et par rapport à l'appel du président de la République, vous voyez une fois de plus, quand on dit que les Gatia est une émanation du Mali, moi ça me donne un peu de doute, parce que si c'est une émanation du Mali, comme on le dit, comme on veut le faire croire, ben, il n'y a pas de raison qu'ils obéissent pas automatiquement à l'injonction du président de la République. Donc, je voudrais dire, avant de terminer comme ça, un mot par rapport à la position de la MINUSMA sur cette question d'ANEFIS. J'ai trouvé un peu outragé aussi la déclaration du secrétaire général, du représentant national adjoint, j'ai oublié un peu son nom. C'était un peu... Mungui Amdi. Voilà, non, pas Mungui, son adjoint, qui est sortant là. Le général? Voilà, non, pas le général, le civil, Akedjenou. Il a dit il a fait des déclarations aussi assez outrancières. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu... Il n'a pas joué dans la diplomatie. Voilà. Alors, Amin Bessissé, vous comprendrez largement que l'interlocuteur que nous avons en face de nous aujourd'hui est un pro de l'affaire. Quand il commence à parler, il est difficile de lui reprendre la parole. Donc, vous n'avez même pas parlé jusqu'à présent. Il est 18h23. Je vous donne la parole avec toutes mes excuses, car il n'était pas facile d'arrêter Youba dans sa lancée. Alors aujourd'hui, comment analysez-vous cette situation d'ANEFIS, Amin Bessissé? Bien, je crois que c'est devant ces micros que je l'ai une fois dit. L'opposition et la rivalité entre les Imgad et puis les Ifogas s'est établie, c'est clair. Lorsque le confrère Ouattara dit que c'est un problème facile, il dit un problème communautaire. Non. Oui, justement, il dit que la solution c'est la facile. clé, c'est local. Écoutez, oui. Je ne vous ai pas dit que c'est facile. Je dis on peut la résoudre. Elle est en même temps compliquée. Et pas compliqué non plus. Donc ça veut dire que c'est facile. En excluant la médiation dans cette affaire. Justement. Est-ce que vous êtes d'avis, Ami Bessissé? Bon, en fait, l'analyse que moi j'ai, c'est tout simplement vous dire que le Gacha et puis la CMA, c'est des gens qui ne vont jamais souffler dans la même trompette. Yuba évoquait tout de suite cet accord dont tout le monde a fait la promotion ici. On a vu comment est-ce que cet accord a été signé en 2 phases. La première partie et une seconde partie. Donc déjà, cette rivalité ne peut pas mourir de la sorte. Et ce qui se passe aujourd'hui, moi je comprends aisément la position du Gacha qui ne doit pas être dans une situation aujourd'hui armée. Parce que c'est le gouvernement d'abord de façon officieuse qui a donné ce pouvoir au Gacha, parce que le Gacha faisait l'affaire du gouvernement à un moment donné de l'histoire. Et aujourd'hui, lorsque vous leur criez dessus, vous leur demandez de se retirer pour laisser une zone qu'ils ont conquise au bout des canons, je crois que ça va... De toutes les façons, les populations civiles dont les autorités se réclament ne comprennent pas. Lorsque le président dit que le Gacha a occupé indûment cette zone, je ne le crois pas. Il y a de la trahison selon vous? Mais moi, je pense que si le président et les autorités ne font pas attention, ils auront à gérer des rébellions. Déjà, la CMA était contre
les autorités étaient contre le pouvoir en place. Et lorsqu'on arrive à mettre à dos ce Gacha et puis toute sa horde de soutien, ça va être très compliqué de pouvoir gérer ça. C'est Donc, la médaille et le revers de la médaille alors. Justement, ok, vas-y. Ouais. Écoutez, moi je... Ibrahim Ouattara. Oui, Monsieur Cissé. Oui. Vous savez, aujourd'hui, quand vous dites que le gouvernement, je ne suis pas un défenseur du gouvernement. D'accord. Je ne défends pas le gouvernement. Je ne l'ai pas dit. Quand vous dites que le gouvernement soutient ou soutenait le Gatia, Officieusement. Officieusement. Oui. Il n'y a pas de preuve. Hein? Bien sûr Il n'y a que... pas de preuve. Aujourd'hui, le Gatia te dit que c'est une entité à part. Ils l'ont dit la dernière fois dans l'une des déclarations. Ils ne veulent pas entendre Ils parler ne de veulent, milice. justement, mais ils ne c'est sont une pas force milices. d'autodéfense, Eux, alors. c'est une force. C'est une force d'autodéfense. Ils sont en train de protéger, eux, leur communauté. Voyez-vous, nulle part le Gatia a annoncé que c'est le gouvernement malien qui nous soutient. Et nulle part le gouvernement malien n'a dit que nous soutenons le Gatia. Donc, aujourd'hui, il y a des personnes, il y a des pays qui croient que c'est le gouvernement malien qui est en train de soutenir le Gatia. Et même si la majorité des Maliens soutiennent ces gens, il n'y a aucune preuve aujourd'hui qui détermine que le gouvernement malien appartient au Gatia ou bien le Gatia appartient Alors, au juste pour la transition, le président Ibrahim Boubacar Keïta demande à la plateforme de quitter Ménaka. Est-ce que vous pensez, Yuba, que c'est une bonne méthode que le président s'immisce dans cette situation entre groupes armés? Oui, moi je pense que le président était dans son rôle parce que les gens, tout le monde aujourd'hui, et ce que les gens ne disent pas officiellement, de façon truc, c'est tout le monde pense que le Mali est à la manœuvre avec le Gatia. C'est clair. Donc le premier des Maliens, il est tout à fait normal pour montrer la bonne foi du Mali qui déclare publiquement qu'il demande à ce que le Gatia quitte Anefis publiquement. Maintenant, au-delà de ça, quand le président fait cette déclaration, qui peut dire que non, en sourdine, il ne joue pas franc jeu ou bien des trucs. Déjà, moi, je pense que le président de la République et le gouvernement ont tout de suite senti le besoin de lever l'équivoque et de montrer à tout le monde qu'ils ne sont pas pour, comment dirais-je, en train de jouer à un jeu de cache-cache avec le Gacha. Alors, ça, c'était de leur responsabilité de dire officiellement. Maintenant, ça, c'est ce que j'ai dit dans mon introduction, ça dit que ça met un peu en doute les liens que les gens, ou du moins, les liens ne sont pas aussi clairs, ou du moins, ils ne sont pas aussi clairement établis que les gens voudraient nous faire croire, c'est-à-dire entre le gouvernement et le Gacha. Qui est-ce qui a financé le Gacha? Est-ce que c'est le président de la République? Est-ce qu'il était au courant? Est-ce qu'il n'était pas au courant? Est-ce que c'est son entourage? Est-ce que c'est les siens à lui? Bon, personne ne peut Alors, au déterminer moment de la façon floraison de ces groupes d'autodéfense, certains avaient dit qu'il faut faire attention parce que c'est un problème, un couteau à double tranchant. Est-ce qu'aujourd'hui, le Gacha est en train de se transformer en un cas similaire? Non, je ne dirais pas, mais il faut faire énormément attention. Et ça dit que c'est de tout le temps, dans l'histoire même du monde, tout le monde le connaît. Et on ne peut pas permettre à des groupes d'autodéfense de ne pas se créer, non, de ne pas se substituer à l'armée nationale. Aujourd'hui, l'impératif, c'est que c'est l'armée nationale qui a vocation à défendre le territoire national. Réaction du président Ibeka, qu'est-ce que vous en pensez, Ami Bessissi? En fait, moi, je ne comprends pas. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que le président a dit. Et tout de suite, Ouattara disait que le gouvernement ne soutient pas. Essayons de comprendre d'où est-ce que le Gacha sort toute cette armada avec laquelle il était en train de se battre. Le Gacha, que vous le reconnaissiez ou pas, était soutenu de façon officielle. Lors d'une rencontre à Alger, les commerçants arabes disaient oui, le Gacha, nous soutenons le Gacha financièrement pour son combat. Est-ce que vous croyez à cette thèse? Moi, je parle beaucoup plus du gouvernement. On peut comprendre que le Gacha puisse avoir d'autres financements, ça c'est autre chose. Mais dans le cas similaire, l'attitude du président, c'est beaucoup plus compliqué dans un pays où la communication ne passe pratiquement pas. Parce que c'est le peuple aujourd'hui qui ne comprend pas. Le Gacha est en train de faire, bien que ça soit en violation flagrante de cet accord, qui n'est même pas un accord, parce que tout le monde savait que cet accord ne tiendrait pas dès qu'on on fait la première signature, on savait que ça n'allait pas tenir, mais le Gacha aujourd'hui est en train de faire plaisir à la population. Et lorsque le président, pour faire plaisir à cette communauté internationale, veut que le Gacha quitte, je crois que ça va être très difficile parce que c'est une dynamique. C'est assez réducteur de penser que c'est faire plaisir à la population. Beaucoup de grains à moudre pour les uns et les autres. Ibrahim Ouattara aura la parole juste après cette courte pause. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Studio Tamani, c'est notre page Facebook, notre compte Twitter, mais également notre adresse électronique pour vos réactions et vos suggestions. Contact au singulier @Studio Tamani en un seul mot .org. Alors, nous débattons aujourd'hui de deux sujets, la situation à Anifis, la situation sécuritaire de façon générale dans le pays et également cette question de la navigation fluviale qui est un risque permanent aujourd'hui. Une pinasse a chaviré hier seulement dans la région de Mopti. Ce n'est pas un cas isolé, plusieurs cas sont donc enregistrés, notamment il y a 2 ans, une grosse pinasse avait également sur les côtes du fleuve Niger. Alors, Ibrahim Ouattara voulait prendre la parole pour cette question Gatia gouvernement. Qui soutient qui? Justement, moi j'aimerais poser la question à M. Cissé. D'où vient le financement de la CEMA? Moi, je n'ai jamais dit que c'est le gouvernement qui soutient la CMA. Mais je sais quand même que la CMA a des mains invisibles. Peu importe celui qui le soutient. Mais ce n'est pas le gouvernement qui soutiendrait la CMA. Alors moi, je suis un peu perdu. Qui pose la question à qui? C'est moi qui lui pose la question. Je voulais tout simplement vous dire une chose. Nous sommes dans une république. Le Mali est une très grande nation. Le président de la République, Ibeka, a été élu. C'est un président démocratiquement élu. Et aujourd'hui, quand une république s'engage aux yeux du monde, quand une république s'engage, elle a le droit de respecter ses engagements. C'est ça une république. Le président de la République a dit ceci. Il dit ces accords, le jour de la signature de l'accord, il a dit ces accords ne seront pas violés. Quiconque violera ces accords sera exposé et il demandera à la communauté internationale, à la justice malienne de mener des enquêtes. Et aujourd'hui, si le président de la République, le gouvernement malien, se laisse dominer par certains, comment on appelle, prise de position, par le grand patriotisme de certains parmi nous, mais je vous dis que le Mali ne sortira pas de l'ornière. Alors, nous allons clore donc cette question du Gatia gouvernement. Je vais Alors, réagir. Juste 30 secondes, Ami Bessissé. Il n'y a aucun problème. C'est que moi, je vais te répondre, c'est que tout simplement, le président, il a le droit de parler. Mais aujourd'hui, le président, il n'est pas dans la dynamique de pouvoir faire changer d'avis au Gatia. Si vraiment l'accord est violé, ce n'est pas la première fois, c'est la énième fois aujourd'hui que cet accord est violé. Et si le président veut faire quelque chose, il n'a qu'à envoyer des militaires pour aller bombarder ces gens-là qui sont en train d'occuper Ndima, comme il l'a dit. Alors on parle du Gatia, mais il faut juste signaler que le Gatia fait partie d'un ensemble, donc la plateforme qui parle donc et au nom du Gatia, mais également au nom de d'autres groupes armés qui sont au sein donc de cette plateforme. Donc le Gatia n'est qu'une composante de la plateforme. Alors nous allons donc passer à la situation sécuritaire de façon générale dans le pays. Les forains sont pris donc dans cet engrenage qui fait beaucoup de victimes dans le pays. Les foires sont bien évidemment un espace de ravitaillement pour les populations terrées chez elles qui sont obligées d'aller échanger de la marchandise, souvent troquer des choses pour subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, comment comprenez-vous que ces foires soient cibles de ces nombreuses attaques, notamment dans le nord du pays? Oui, vous l'avez déjà dit vous-même, c'est-à-dire que cette insécurité ambiante-là est la conséquence directe de la situation globale du pays. Tant que le processus qui est entamé aujourd'hui ne va pas arriver à son point, ça va être difficile de combattre cette insécurité qui est souvent résiduelle. C'est de cette logique-là que nous sommes partis. Le processus de paix, de façon générale, avec ce que nous avons dit, le premier groupe qui avait été qualifié d'être de ceux qui sont éligibles au dialogue politique avec la communauté internationale. C'est ça, de la CEMA. Voilà, de la CEMA et de tous les autres acteurs qui avaient des revendications politiques. C'est ça l'objectif du dialogue. Quand on pense, tous ceux qui sont dans le processus pensent que dès lors qu'on va avoir un accord politique avec la rébellion armée et ceux qui ont les revendications politiques, il sera plus facile de combattre ceux qui sont, comme adresse, dans le djihadisme et dans le banditisme tout court. Donc, c'est cette première étape-là qu'on n'arrive pas à juguler pour le moment. Et donc, ça va être très compliqué parce que l'alliance n'est pas toujours évidente dans les grands nord là-bas, entre ceux qui ont les revendications politiques. Et avec la signature de l'accord, on suppose que les armes vont un peu se taire de ces côtés-là et
tous ceux qui vont être désormais vus avec des armes seront considérés comme des forces hostiles et ça va être plus facile, en tout cas, de combattre ces gens-là tant qu'on n'en arrive pas à ce premier niveau, c'est-à-dire que mettre en accord ceux qui avaient les revendications politiques, ça va être très difficile de combattre l'insécurité résiduelle. Ami Cissé. Ben c'est dans la même logique. Moi, je pense que c'est tout à fait normal ce qui se passe aujourd'hui. Les attaques aujourd'hui à main des groupes armés, on n'arrive même plus à savoir qui aujourd'hui est en train d'attaquer ou bien d'être attaqué. C'est très difficile. C'est un pays aujourd'hui qui est laissé pour compte et il ne s'agit même pas du Nord. Il suffit tout simplement de prendre la capitale, les régions du Sud. Aujourd'hui, tout est sens dessus-dessous. Et ce ne sont pas seulement les forces de l'ordre. On parle aussi de la population parce que la population civile aujourd'hui renferme en son sein des hommes qui ne sont pas de bonne foi, souvent même qui sont des fournisseurs de renseignements de ces terroristes et de ces bandits dont Yuba parlait. Alors, Ibrahim Ouattara n'a pas réagi sur cette question de sécurité. Justement, je suis d'avis avec le confrère, je suis vraiment d'avis. Juste pour vous dire que la situation aujourd'hui sur le plan national, c'est une situation de caméléon, comme on le dit, parce que ça change de couleur de jour. Aujourd'hui, si c'est du vert, demain, ça sera du bleu. Et nous avons comme l'impression que c'est des gens, c'est les mêmes personnes en fait, qui changent seulement de soutane. Voyez-vous, ils changent seulement de chemise. Ils vont peut-être dans un village de Tombouctou, ils attaquent, ils enlèvent ces habits-là, ils les cachent. Et le lendemain, ils portent d'autres habits, ils viennent dans la région de Mopti et ils font semblant. Et toutes ces attaques, toute cette grande insécurité aujourd'hui, on nous dit c'est des islamistes, c'est des terroristes. Alors, est-ce que cette nébuleuse qu'on appelle le terrorisme, le djihadisme, est-ce qu'elle est réellement installée aujourd'hui en République du Mali? Parce que c'est la question que je me pose. Après ce qui s'est passé à Gao, quand l'armée française a eu à bombarder le Moujao et ses alliés, pour moi, je pense que ça a beaucoup réduit les choses. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a des jeunes, sinon, il y a des éléments comme ça perdus dans la nature qui vont tomber sur les pauvres populations et ils les attaquent. On attribue ces attaques-là aux djihadistes, aux terroristes. Mais il faut qu'on cherche à savoir. C'est le grand banditisme qui est en train de se développer au nord. Il faut qu'on le dise, c'est le très grand banditisme. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Alors, Yuba voulait ajouter quelque chose. Oui, juste dire que c'est au-delà de ça, c'est effectivement, il y a ce que nous devons nous aussi faire de notre côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne jette pas le truc aux forces de l'ordre, mais il y a beaucoup de négligence de ce côté-là. C'est ce qu'il faut surtout revoir. J'avais la dernière fois ici dit sur ce plateau que juste le lendemain, même quand encore l'attaque de Sébaré était en cours, moi j'étais avec un ami, on était allé dans un hôtel de la place. Au moment de rentrer, il y a un policier en faction qui était venu nous voir parce qu'on était dans une voiture avec un peu de standing. Le vieux policier il vient, il s'est recouvré. Pardon, chef, est-ce qu'on peut voir les papiers? Est-ce que vous pouvez... C'est comme s'il nous suppliait d'ouvrir le coffre. J'ai dit non, mais agent, vous êtes dans votre rôle. C'est une force, c'est vous qui avez la force. Vous nous intimidez d'ouvrir le coffre, de voir ce qui se passe. Voilà, c'est vous. Vous ne faites pas un contrôle. Il était soulagé. Il dit, vous comprenez, mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Voilà, c'est ça, c'est ces attitudes-là qu'il faut bénir. Et il était seul encore. Tu vois, donc si lui il est seul, il met voilà, sa tête dans la voiture, moi, avec un coup de pistolet, c'est fini pour lui. Et l'hôtel là, nous. Que donc, Dieu nous en garde. Voilà, c'est des aspects comme ça, des négligences. Nous avons, puisque vous avez vous-même constaté que tout un cas a été égorgé quand il dormait. Voilà, ça c'est des trucs qu'il faut désormais que les gens, nos forces de l'ordre commencent vraiment à changer d'habitude et se comprendre et comprendre que l'insécurité est désormais réelle, elle est autour de nous. Tu fais un faux pas, tu meurs. Alors, nous allons parler du cas des villes frontalières ici au Mali. Il y a Nara, il y a les alentours de Sikasso, mais à ce rythme, aucune ville frontalière n'est épargnée par l'insécurité aujourd'hui. Ami Cissé, comment sécuriser les frontières maliennes? Moi, je pense que ça va être très difficile pour des pays qui n'ont pas assez les moyens. Avant de sécuriser les frontières, il faut d'abord commencer par sécuriser l'intérieur, les quartiers, les villes. Donc, on peut imaginer ce que ces dirigeants vont dire entre eux, mais je sais que dans la pratique, ça va être très compliqué. Surtout que quelque chose, c'est une guerre asymétrique, souvent avec des attentats. On peut faire sauter tout dans un pays comme le Mali aujourd'hui. Je ne sais pas les autres pays. Récemment, j'ai fait un petit voyage. Le pays est très vulnérable. Bien sûr, il n'y a pas le contrôle qu'il faut. Et là, je crois que c'est très dommage. Ce sont les populations elles-mêmes aujourd'hui qui doivent prendre
à bras le corps leur propre sécurité, pas avec des machettes, pas avec des couteaux, mais quand même, il faut souvent La vigilance. de la vigilance. Vous pouvez facilement voyager d'ici au Nigeria si vous avez 25 000 francs. Si vous pouvez garantir les 2 000 francs par poste, vous n'avez aucune pièce. Sans problème. Ibrahim Ouattara, vous avez la parole pour cette question. Bon, moi, je suis d'accord avec M. Cissé. Nos frontières sont beaucoup poreuses. Et comme il a si bien dit, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour pouvoir contrôler ces frontières. Donc aujourd'hui, moi je pense que l'État malien doit doubler d'efforts. J'ai vu l'État malien poser un acte la dernière fois, ça m'a beaucoup impressionné. C'est-à-dire nous sommes en train de recruter des milliers de jeunes encore pour renforcer la sécurité sur le plan militaire, sur le plan de la police et gendarmerie. Voyez-vous? Et je pense que ces jeunes-là doivent être très bien formés. Il ne faudrait pas que ça soit les mêmes choses que nous avons l'habitude de voir, comme l'a si bien souligné tout à l'heure le confrère. Des recommandations. Des recommandations, voyez-vous. C'est des jeunes qui doivent être formés et qui doivent se mettre en tête que les donnes ont changé. Le Mali de 1980, le Mali du temps de Soundiata Keïta. De 2008 aussi. Non, je viens. Le Mali de Soundiata Keïta et le Mali de 1980 ou alors de Modibo Keïta ne sont plus les mêmes. Les donnes ont changé. Maintenant, nous sommes à l'époque de l'Internet. Voyez-vous? Et le terrorisme, maintenant, ce n'est pas seulement que de l'arme. On peut te tuer à travers l'Internet. On peut te dévaliser. On peut même prendre ton argent à travers l'Internet. Donc, il faut donner une très bonne formation à ces jeunes-là pour qu'ils soient aptes vraiment à assurer la sécurité du pays. Voilà. Oui, c'est surtout ça. Le challenge, c'est d'abord, on n'a pas beaucoup de moyens, mais nous utilisons très mal le peu de moyens que nous avons. C'est ça le problème. C'est que nous n'avons pas beaucoup de moyens, ça c'est vrai, mais nous utilisons très mal le peu de moyens que nous avons. Regardez, quand vous... Non, souvent, c'est extraordinaire ce qui se passe, quoi. Et vous voyez toute une, comment dirais-je, garnison de trucs où il n'y a pas un seul véhicule. Bon, au même moment, au ministère, il y a même des petits délégués, des trucs, voilà, des simples chargés de mission qui sont dans des voitures de 22 millions. Attention, chargé de mission n'est pas simple. Bon. Je suis désolé, le poste revient le plus souvent aux journalistes. Par rapport à la sécurité, donc il faut valoriser le par métier. Par rapport à la sécurité nationale, moi je pense que c'est vraiment des simples chargés de mission. Par rapport à la sécurité nationale. Puisque je ne peux pas comprendre qu'on puisse doter chargés de mission, je retire. Simple chargés de mission. Que l'on puisse doter des chargés de mission de véhicules de 22-25 millions, qu'on ne puisse pas payer un seul véhicule pour toute une garnison. Ça, c'est des trucs vraiment qui... Voilà, on utilise très mal le peu de moyens que nous avons. Ça, c'est un autre problème. Ou alors, vous avez, comment dirais-je, le colonel à lui seul qui a un véhicule pour lui, un autre pour sa femme. Au même moment, pour faire la patrouille, il n'y a pas un seul véhicule. Ça, c'est des trucs qui sont qu'on ne peut pas comprendre. Mais vous savez, un autre aspect du problème qui se pose au niveau de cette insécurité, c'est le problème de communication. Vous savez, si les forces de l'ordre avaient une communication beaucoup plus facile, il y a des bandits, disons des gens qu'on peut intercepter à un moment donné. Mais non, cette communication n'est pas là. Souvent, on ne sait pas dans quelle direction il faut aller, on ne sait pas quelle position il faut prendre. Et il a dit tout de suite, récemment dans l'attaque qu'il y a eu à Tombouctou, les forces de l'ordre dans un pays en guerre, dans un pays en crise. C'est une réalité qui est là depuis 2011-2012. Comment on peut encore trouver des agents en train de faire du thé, en train de regarder la télé, souvent même en train de dormir. Même une seule sentinelle. Ça, c'est encore la formation qui manque, comme le disait tout de suite Ouattara. Il faut vraiment que l'esprit des futurs soldats puisse encore être mieux travaillé. Sinon, dormir en temps de guerre, pour un militaire, je crois que c'est déjà... pas un problème. L'analyse sur la crise, c'est de façon donc hebdomadaire sur nos antennes partenaires, les radios partenaires qui rediffusent donc nos programmes, les programmes du Studio Tamani. Merci, un grand merci à nos correspondants régionaux. Nous allons observer quelques secondes de pause et nous reprendrons pour la troisième et dernière partie de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani, les réseaux sociaux, mais également notre site web où vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin ici au Mali. Pour vous informer, allez vite sur notre site web www.studiotamani en un seul mot .org. Alors, le Grand Dialogue réfléchit aujourd'hui, le Forum de la presse réfléchit aujourd'hui sur deux sujets, la situation sécuritaire et la situation d'Anefis de façon particulière dans le pays, et également cette
question de la navigation fluviale, une insécurité permanente dans le pays. Nous allons en débattre tout juste avant la clôture du premier thème qui est l'insécurité. Alors, nous avons parlé des villes frontalières. Il y a ce fait-là qu'il faut noter également, l'arrestation des djihadistes en Côte d'Ivoire, une extradition donc de la Côte d'Ivoire vers le Mali de ces djihadistes arrêtés. Est-ce une première et est-ce que cela va faire cas d'école, Ibrahim Ouattara? Merci, monsieur Sidibé. Vous savez, cette information comme quoi la Côte d'Ivoire a arrêté 7 djihadistes qui ont été extradés en Côte d'Ivoire, bon, c'est mon avis personnel, hein, je ne crois pas du tout. Savez-vous, nous sommes en politique. Cela a été confirmé par les services de sécurité. Oui, nous sommes en politique. Et en Côte d'Ivoire, nous sommes à la veille d'une campagne électorale. Voyez-vous, il ne faudrait pas que... Aujourd'hui, nous savons que... Mais cela profite plus au Mali qu'à la Côte d'Ivoire. Je viens. C'est des présumés. Ils ne sont pas inculpés. Voyez-vous, nous savons aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, la sécurité est décriée par les observateurs, par la communauté internationale. Aujourd'hui, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise qu'Alassane a travaillé en Côte d'Ivoire, il reste toujours la question sécuritaire qui prévaut. Comment il faut réconforter la population du Nord pour que les élections se passent? Ça, c'est une politique étrangère. Nous parlons du cas du Mali. Mais ils ont été pris en Côte d'Ivoire pour extrader au Mali. Donc restons au Mali, étudions la politique malienne. Je suis en train de vous dire une chose. Moi, personnellement, mon avis, je ne crois pas. Et si c'est vrai, que Dieu soit loué. C'est le souhait de tout le monde. C'est la première fois que des terroristes sont extradés vers le Mali. Voir des terroristes extradés au Mali. Et si ils ont été inculpés, les condamnés, ça c'est le souhait de tout un Malien. En tout cas, le Malien, le bon Malien. Voyez-vous, donc, sur ce côté, vraiment, je ne suis pas trop... Mais vous êtes soulagé quand même? Je suis soulagé si c'est vrai. Youba? Oui, bon, je ne sais pas. Peut-être que Ouattara... Bon, ça, c'est un autre débat. Maintenant, il y a un problème. C'est que moi, je suis totalement... C'est-à-dire que si l'information, je crois que l'information est assez avérée. Maintenant, est-ce que ces extraditions sont la fin de l'activisme islamiste dans la région? Je ne sais pas. Si c'est le cas, ce serait une très bonne chose parce que des informations que nous disposons nous laissent croire que c'est vraiment pratiquement les têtes de proue de la tentative d'installation des filiales djihadistes dans le sud qui ont été appréhendés, qui ont été extradés au Mali. Donc, si ça pouvait nous permettre d'en rester là, ce serait une très bonne chose. Mais déjà, il faut comprendre que après les tentatives de Misseni et dans la région de Kolondiaba et autres, là, on a compris que l'environnement n'était pas très propice pour ces gens. C'est pourquoi ils étaient obligés de s'expatrier en Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est déjà une très bonne chose. Et peut-être que les futures colonnes qu'on va envoyer pour s'installer au sud vont réfléchir par deux fois et préparer peut-être de façon plus nette encore le terrain pour s'installer. Et je ne pense pas de façon trop que l'environnement dans ces régions-là soit très propice. C'est sûr que les groupes peuvent venir faire des actions résiduelles et repartir, mais créer et installer des réseaux dans ces régions, ça va être un peu plus du travail. Je ne dis pas que c'est impossible, mais il va falloir peut-être travailler un peu plus pour les activistes islamistes. Alors, Amimbe Cissé, c'est quand même un fait majeur. Lors de l'intervention française, les terroristes s'étaient éparpillés un peu dans les environs, dans le voisinage, notamment en Mauritanie. Certains sont arrêtés, mais on n'a jamais entendu parler d'extradition vers le Mali, malgré cette convention signée entre les pays du Sahel, le G5. Il n'y a jamais eu d'extradition vers le Mali, mais la Côte d'Ivoire, donc... procède à cela. Comment voyez-vous cette situation? Vous savez, moi je suis comme beaucoup de Maliens, ça me fait rire. Dans un pays où on a déjà battu le record de libération des terroristes et des djihadistes, je ne vois pas trop l'importance de traquer ou bien même de prendre ces gens et puis de les ramener. Je sais que tôt ou tard, il suffit juste d'une petite pression d'un groupe armé pour que tout un État se fasse exécuter. Ça ne me dit pas grand-chose. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être à cause de ça que certains pays comme la Mauritanie ne veulent pas envoyer les terroristes au Mali? La Mauritanie, même s'ils proviennent du Mali. La Mauritanie n'est pas aussi un exemple dans cette situation. En fait, la Mauritanie aussi a un intérêt dans cette crise du Mali. La Mauritanie a longtemps soutenu quelques indépendantistes qui sont en train de nous faire la guerre aujourd'hui. Je crois que l'extradition au Mali, c'est
ça n'a pas de sens. Même si on les amène, ça n'ira pas trop loin. On sait que de façon discrète, on va les libérer. Tout de suite, on les a arrêtés. Ils l'ont publiquement dit qu'on a arrêté, on a extradé. Mais quand ils vont les libérer, personne ne sera au courant. C'est en 4 minutes qu'on va le faire. Donc, pour moi, ça ne dit pas grand-chose. Comme tout de suite, Ibé l'a dit, c'est des présumés. Rien ne nous prouve que c'est des gens de la trempe de Wadou Sen ou bien de Belmokhtar. Donc, ce n'est pas trop important pour moi. Je pense que les gens veulent se faire une communication. Non, moi je ne pense pas. Moi je pense que c'est déjà une très bonne chose. C'est-à-dire que, bon, si c'est peut-être... Il y a des dessous dans ces histoires-là. Ce que je voudrais faire comprendre ici, c'est que cette extradition, déjà, pour moi, c'est une bonne chose. Parce que ça coupe quand même. Est-ce que ça donne une leçon aux autres pays? Non, l'autre aspect qu'il parle, ça dit quand il parle de libération et autres, ça c'est d'autres considérations qui, malheureusement, je suis désolé. Cissé connaît très bien les considérations, les conditions dans lesquelles Wadou Sen a été libéré. Personne, c'est pas Ibeka, c'était au Burkina, c'était à Nouakchott, on allait le libérer de toutes les façons. C'est la France qui le demandait, on ne pouvait pas. Voilà, Sidon qui a été neutralisé, si je ne m'abuse, après un raid. Oui, qui a été, il a été, Donc le président avait promis qu'on allait le traquer et le retrouver. Oui, il a juste voulu faire de la récupération lui aussi. Donc, nous allons passer au deuxième thème, au second thème de cette émission, consacrée au naufrage, à la navigation fluviale dans le pays, avec ce risque permanent que les pinasses chavirent donc sur les côtes donc du Djoliba. Alors, Amimbe Cissé, comment comprendre que la navigation fluviale soit dangereuse jusqu'à présent, malgré la création de plusieurs entités comme la Comanave et l'acquisition de bateaux? Vous savez, bon, ce n'est pas la même chose. Moi, je crois que ce sont des particuliers à bord Malgré tout, le contrôle, la sécurité doit primer. Mais je ne pense pas qu'il y ait ce contrôle. En réalité, c'est ça. N'allez même pas sur les eaux. Allez-y dans la circulation de tous les jours. Vous verrez des véhicules surchargés. Restons sur l'eau. Oui, ok, d'accord, restons sur l'eau. En fait, la première des choses, c'est quoi? C'est que moi, j'accuse d'abord les passagers. Vous savez, c'est des kamikazes, en fait, j'ose dire. Non. Quand je dis kamikaze... Souvent, c'est une nécessité que d'avoir une pinasse dans certaines localités. Dans votre village, il n'y a que la seule pinasse, on dit qu'elle décolle. Non. La route n'est pas sûre, il faut non, en fait, il y a des gens qui vont... Nous sommes dans un pays, nous sommes dans une république. Les autorités de régulation, c'est la république. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a des gens qui veulent aller à Tombouctou, à Mopti, à Gao, ils n'ont pas besoin de prendre la pinasse. Oui, ok. Mais voilà. Mais seulement, c'est ce que j'ai dit. En fait, lorsque moi, je vois une embarcation qui est lourdement chargée, je ne vais jamais m'aventurer et puis prendre ça. Donc c'est un peu ce problème qui se pose. Il n'y a pas d'agent pour contrôler et les promoteurs ou bien disons les propriétaires qui embarquent les gens, c'est des gens qui n'ont comment on appelle ça, aucun moyen, il n'y a ni gilet, il n'y a absolument rien au cas où. Oui, mais aujourd'hui qu'il y a catastrophe, qu'est-ce qu'on va dire? Tu peux faire quelque chose 1000 fois, mais il suffit seulement d'une seule fois pour que tu puisses regretter ça. Ce n'est pas normal la façon dont ça se passe. Et je crois que ça doit être réglementé. L'État doit s'investir et qu'à chaque port, ou bien c'est pas chaque quai, qu'on puisse savoir ce que telle pinasse ou telle pinasse transporte. Imaginez, ça peut être de la drogue, ça peut être des armes. Faut toujours favoriser l'aspect sécuritaire dont on parle. Le rôle et la place de l'État dans la sécurisation de ces embarcations. Oui, mais M. Sidibé, moi j'aimerais savoir d'abord, il y a 2 ans, nous avons eu un cas similaire comme ça. Alors, où en sommes-nous? Pas d'enquête. Il y a eu des enquêtes, mais on ne nous a pas donné les résultats. Dans ce pays, les enquêtes n'aboutissent jamais. Non, je viens. Voilà. Voyez-vous, moi j'aimerais avoir aujourd'hui les enquêtes de, comment on appelle, du naufrage de 2013. Et en fonction de ça, nous pouvons faire des recommandations à l'État. Mais on n'en a même pas. On ne sait même pas de quoi nous parlons. Voyez-vous, aujourd'hui, l'État n'existe même pas presque dans ces zones-là. Et c'est l'incivisme qui grandit de jour en jour. Moi, je pense que si l'État pouvait faire l'effort, essayer de sensibilité, renforcer les capacités de ces personnes-là, ceux qu'on appelle les capitaines, parce que c'est comme ça on les appelle souvent, et ils sont fiers même de se faire appeler capitaine. Voyez-vous, il faut renforcer les capacités. C'est très important. Et ensuite, essayer de sensibiliser même les populations. Mettre, comment on appelle, des agents de sécurité aux côtés de ces populations-là en cas de problème. Mais aujourd'hui, l'État n'a pas les moyens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout revient à ce problème de moyens. Mais à ce niveau, est-ce que le contrôle au départ peut constituer un frein à ces Mais qui va contrôler?
Qui La va gendarmerie. Mais la gendarmerie Il y a bien d'autres- une brigade fluviale à Mopti mais ils ont d'autres occupations. Non, il y a une brigade Mais fluviale à Mopti On vous dit qu'ils ont. qui surveille et qui contrôle les embarcations. Je suis au d'accord départ. avec vous. Hmm. Mais s'ils jouaient vraiment leur rôle, on ne serait pas là. Alors, le rôle de l'État dans ces embarcations. Oui, c'est ça. Liban. Justement, il faut que l'État renforce. Puisque quand vous faites un tour dans. Moi, je suis allé 1 ou 2 fois. Quand vous faites un tour sur ces berges-là, mais c'est les embarcations, non, tout s'est fait sans. Vous n'avez la présence d'aucune autorité qui se soit. Principalement à Mopti. Non, vous avez la présence d'aucune autorité. Et la récurrence de ces accidents-là fait qu'aujourd'hui, il est impératif pour l'État vraiment de prendre des mesures pour que au moins on puisse un peu contrôler les charges que ces équipements-là portent. Sinon, ça va aller. La situation, il est impératif que l'État vraiment essaie de réglementer. Puisqu'en la matière, pour le moment, vous parlez de brigade fluviale à Mopti. Moi, je sais que cette brigade fluviale n'a même pas même un truc de moteur sur le truc. Donc, c'est de non seulement. Ils n'ont pas de pinance. Est-ce qu'il ressort également, il est du ressort également de la Comanave de pouvoir permettre à ces populations d'être reliées des deux côtés de la berge par des moyens fabriqués aux frais de l'État par la Comanave AMBCC? Non, moi je pense que la Comanave est beaucoup plus structurée. La Comanave, elle est organisée, et la Comanave, ce n'est pas comme je l'ai dit, c'est étatique. Alors que ces finances, c'est pour des privés, c'est des gens qui font du commerce, c'est comme c'est des transporteurs. C'est que je voulais faire comprendre. Donc c'est entre eux qu'il doit avoir cette réglementation. Voilà. Mais en réalité, c'est quoi? C'est que c'est des gens, à un moment donné, quand vous êtes surchargé, ça peut être au beau milieu de l'eau, ça peut être à l'embouchure. Sans compter les intempéries. C'est ça justement, c'est le problème de comportement. Sinon, ce n'est pas les embarcations, l'efficacité des embarcations qui est en cause, non, pas du tout. C'est des problèmes de comportement, les surcharges et autres, puisque des trucs qui doivent prendre 100 personnes, si vous êtes 300 là-dedans, il y a un problème. C'est ça justement. Sinon, ce n'est pas l'efficacité des embarcations qui est en cause, moi je crois. Mais c'est plutôt le comportement des acteurs. C'est plus de l'incivisme. Voilà, c'est plus de l'incivisme contrôle... et du gourmandisme économique. C'est ça, du gourmandisme économique. Et de la part de qui? Des populations? Des promoteurs de Pinas. Voilà, c'est ça. C'est du gourmandisme économique. Alors, comment remédier à cela, Amibé? Comment remédier? En fait, moi, je n'ai pas vraiment la solution à ce problème. C'est l'État qui s'impose, c'est clair. Juste que moi... Yuba vous donne une piste. Non, moi en réalité, je suis quelqu'un, j'ai vraiment peur de l'eau, je n'ai jamais pris et je suis sûr que je ne vais jamais prendre ça. Mais comment remédier ça, c'est quoi? Dans une situation pareille, moi, je pense que la première des choses qu'il faut sauver d'abord, ce sont les vies humaines. Pourquoi vous riez? Ce sont les vies humaines qu'il faut sauver. Et les dégâts matériels, là, on peut estimer après. Mais là, comment remédier à ça? Je ne l'ai pas parce que je n'ai jamais été sur l'eau. Et s'il m'est arrivé une fois de le faire, c'était par la Comanave. Moi, j'aime beaucoup plus ce qui est normal, quoi. Non, justement, c'est à l'État de prendre ses responsabilités et de contrôler. Merci beaucoup à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je salue tous ceux qui m'écoutent à partir de Tombouctou. Merci beaucoup, Amibé Cissé. Un clin d'œil à tous nos auditeurs des 3 régions du Nord. Voilà, en ce moment. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Yuba Konaté du journal Zénith Balé, Amibé Cissé de la radio RFM, Ibrahim Ouattara de Prestige News. Merci à vous, messieurs. Merci, chers auditeurs. Je suis Famoussa Sidibé. Noumoumdire était à la technique, Gaïn Kanté à la régie vidéo. Ousmane Diadje Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Nous vous disons bonsoir et bon week-end. Le grand dialogue. Sikika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibero. Halud Mauni. Sheniberi. Sikika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue.